Arrête de souffler. Oh, tu m'énerves. À tout le temps regarder la télé, tes matchs de foot, là. Oh, j'en peux plus, là. Je suis littéralement ventousé devant ton écran à regarder toute ces espèces de barbares qui courent après la balle. Des barbares ? Oui, ce sont des barbares. Des beaux athlètes comme ça ? Ah, d'accord, je vois ce qui t'intéresse. Hein ? Évidemment. Hein, c'est la fête des corps. Attention, je vous interromps, c'est parti. C'est un départ qui... Oh là là. Que se passe-t-il ? Serait-ce à nouveau Satan limite ? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Voilà. Quel pied ! Ah, quel pied ! Oh putain ! Oh là 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 ! Eh bien bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Ta mère en short, 5e émission aujourd'hui. On va continuer à vous parler de sport et de résultats locaux, on va vous parler notamment de l'ALM Basket avec Philippe Guinchard d'Heure Info, La Dépêche. Et puis nos invités du jour, à savoir Kevin et Kevin du club d'échecs d'Évreux, le Évreux Gambit Club, on y reviendra. Donc on va vous parler de sport au sens large. On va commencer par notre traditionnel tour de table sur ce qui nous a marqué dans le week-end ou dans la semaine passée en matière de sport. Alors bonjour à vous Deuze. Bonjour Monsieur Guimauquet. Bonjour à vous Philippe. Salut. Et messieurs, Kevin et Kevin, donc bonjour à vous. Bonjour. Alors qui veut commencer sur ce tour de table de l'actualité sportive du week-end ? Vous battez pas? Non, mais moi je veux bien. Bon, allez-y. On va s'y pencher longuement sur l'ALM Basket dans quelques minutes, donc je vais pas le faire maintenant. Mais c'est vrai que j'étais présent à ça Omnisport et enfin j'ai vu l'équipe Amicalis version 2014-2015 et c'était plutôt chouette. Moi je retiendrai une partie d'Ovalie. C'était du rugby, c'était hier sur la chaîne privée. Qui retransmettait l'équipe mal en point de Toulouse face au champion en titre, champion d'Europe en titre. On pense au RCT Toulon. Eh ben c'était une belle rencontre avec pas mal d'engagement, avec une issue qui a sûrement surpris plus d'un puisque Toulouse l'a emporté 21-10. Moi qui affectionne plutôt le Stade Toulousain, j'étais plutôt ravi et donc effectivement ils ont un classement qui ne va pas en adéquation avec leur effectif et avec la possibilité de production de jeu qu'ils ont eu en l'occurrence par exemple hier. Voilà, avec un gros numéro 10, avec un Ficou qui est au four et au moulin et j'étais content de voir un Stade Toulousain en force. Victoire qui s'est dessinée en fait très très tôt dans le match puisque au bout de la première demi-heure, sans dire que c'était plié parce qu'on savait que il y avait 21-0. Toulon allait réagir, mais voilà, Toulouse a mis les ingrédients qu'il fallait pour pouvoir se sauver parce que ça commençait à devenir indispensable y compris de taper un gros, sachant qu'ils avaient perdu plusieurs matchs déjà à domicile, fallait qu'ils se bougent. Et moi j'ai beaucoup aimé le transfuge star du Biarritz, du BO Olympique qui est redescendu en Pro D2 cette année, Imanol Arinordoki. C'est mon côté basque qui parle là, mais ce joueur est incroyable. Il a je crois qu'il doit être à s'approcher des 35 ans, quelque chose comme ça. Et il pourrait être un peu tassé et en fait c'est lui le chef du pack toulousain cette année. Surtout que Picamol était pas là, ouais. Donc c'était il s'est imposé comme leader notamment en touche et ce qui a permis d'abord de contrer le RCT, de leur empêcher d'avoir des lancements de jeu et puis eux-mêmes le premier essai de Ficou vient sur une touche toulousaine, ballon récupéré, groupé pénétrant, Chandelle superbement tapé par le 10 McAllister, le néo-zélandais, et Ficou qui a plus qu'à conclure. Il n'y avait pas Guito en face. Et puis avec un Guinoves, pour une fois qui est content à la fin du match, ça fait plaisir. Ça. C'est pas souvent. En parlant de contrée, je sais pas si vous avez vu l'essai en contre d'Abana qui est exceptionnel. Quelle pointe de vitesse. Il a une pointe, il fait un 100 mètres, il fait 80 mètres le long des touches, il repique vers le centre, il joue au pied et il plonge bien avant l'embut et il va avec le il met un vent à Médard, c'est un truc de fou. Je crois qu'il met 15 mètres à Médard sur 100 mètres, c'est impressionnant. Et sur son glissé là, on voit que ça sert d'arroser les pelouses avant les matchs. Parce que sinon ça enlèverait un peu de spectacle, ce serait plus dur de glisser comme ça sur quelques mètres. Et auparavant, ce genre d'essai était proscrit. Tu n'avais pas le droit de glisser avec, il fallait que tu aplatisses que ce soit dans le même temps. Dans le même temps. Bon, on devrait avoir notre SVH normalement au VHS, Vano et Sébastien, pour parler du top 14, mais les points là, on le salue, il reviendra et pour nous en parler. Philippe, toi, d'ailleurs, tu rebondissais sur le rugby, t'as quelque chose qui t'a marqué ce week-end, t'as été dans un gymnase? Alors justement, c'est un des rares week-ends où je ne vais pas dans les gymnases, que j'étais dans un congrès de journalistes qui était très sympathique, très, très intéressant.
du côté de Chimay. D'ailleurs, c'est aussi très intéressant aussi. On était à Fourmi au départ et à Chimay. Donc j'étais un petit peu loin du sport. Je l'ai suivi bien entendu parce que voilà, je suis de loin. Mais surtout, j'ai fait une expérience, c'est que j'ai essayé d'avoir des places pour la Coupe Davis le 21-23 novembre prochain, le fameux France-Suisse qui va se jouer justement dans le Nord, à Lille. On était avec des confrères, on a tous essayé, sans passer par des accréditations, d'essayer d'avoir des places. Alors ça va de 30 à 220 €. Il y avait des places qui étaient réservées aux licenciés cette semaine, là, donc on passait par des filières de licenciés. Et tout le monde a eu le même exemple, c'est d'avoir un bug monstrueux. Il aurait fallu mettre 300 000 places dans la première heure pour pouvoir pouvoir satisfaire tout le monde. Et surtout, ce qui était assez cocasse, c'est que donc tout le monde a eu la même expérience, c'est-à-dire que tout le monde était pris, tout le monde était sur liste d'attente. Et quand tu arrivais sur liste d'attente, au bout de 45 minutes, tu buguais, donc tu étais obligé de te réinscrire. Et bien entendu, il n'y avait plus de place. Donc voilà, ça a été une expérience commune assez peu enrichissante. Deuxième tentative vendredi prochain pour ceux qui veulent. C'est à 10h. Je sais pas comment faire parce que nous on a commencé 10 minutes avant. Je pense qu'il y aura pas de place pour tout le monde. La Ligue Nord a, je crois, 2700 places de plus que les autres ligues. Le reste, je sais pas trop comment ça se passe, mais bon, c'est mal organisé, c'est difficile aussi à organiser par le biais d'un tirage au sort et tout. Je crois que la seule des solutions, c'était de pas offrir la possibilité à des gens de pouvoir prendre 4 places pendant 3 jours, de façon à pouvoir offrir un peu des gens différents. Voilà. Mais en tout cas, l'hôtellerie de Lille est très contente parce que c'est blindé de partout et voilà, tout va bien se passer. Ça va être la nouvelle braderie. Cette histoire a créé des soucis pour un match de foot, il me semble, pour le LOSC. Qui ne jouera pas là, d'ailleurs. Voilà, ils vont aller jouer ailleurs, ouais. Je sais plus où ils vont jouer, mais effectivement, ils sont décentralisés. Ouais. Bon, après, c'est la finale de Coupe Davis, oui, c'est ça, contre la Suisse. Puis c'est une très bonne initiative, parce que de fait de changer de Roland Garros, de le faire ça dans un grand stade, ça permet quand même 27 000 personnes quand même pour un match de tennis, même si je pense que ceux qui seront tout en haut auront le nez qui vont saigner, parce que à mon avis, non seulement tu vois rien, mais t'es très très haut et il fait très froid. Ouais. Donc ça promet d'être assez cocasse. Mais ça va être une ambiance sympa, je pense. Messieurs du club d'échecs, est-ce que vous regardez un petit peu de sport, vous, de temps à autre, ça vous arrive? Ça arrive, mais là, ce week-end, pas du tout. Hein. Ce week-end, pas forcément. Ouais. Vous avez pas vu grand-chose? Non, pas grand-chose. Nous, on était en régional ce week-end, donc on a. Vous aviez de la compète aussi. Ouais. Voilà, on avait de la compète aussi. Et ça s'est passé comment? Régional 1, ils ont gagné, et Régional 2, de ma partie, on a perdu. Mince. Bon. Et comment ça se passe, une partie régionale? C'est quoi? C'est combien de parties ensemble? C'est l'équipe. Régional 1, c'est équipe de 5 et Régional 2, c'est équipe de 4. Et c'est 1 vs 1. D'accord. Voilà. Et donc des 1 contre 1, quoi, comme on dit. Ouais, 1 contre 1. Et versus. Donc, excusez-moi. Je t'en prie. Et donc l'équipe qui a gagné le plus de parties remporte le match. D'accord, donc vous avez gagné 3-2 ou 4-1 alors? Alors ou nous, 5-0. Nous on a gagné 3-2 contre Gisors. Et puis l'équipe 2, ils ont gagné, ils ont perdu 2,5, 1,5 contre. Il y a des demi-points contre Ponton de Mer. C'est quoi? D'accord. Un demi, c'est une égalité, c'est oui, quoi? c'est un match nul alors. C'est un match nul. 0,5, ça équivaut à un match nul. D'accord. Et comment ça se passe justement quand il y a 2 partout, ça fait quoi? Ça fait un vrai match nul sur la partie, ouais. Alors, non, quand il y a 2 partout, c'est le premier échiquier. C'est si le premier échiquier a gagné, bah alors c'est l'équipe qui gagne. Ensuite, s'il y a eu nul au premier échiquier, ça se reporte au deuxième et ainsi de suite. Est-ce que c'est comme au tennis, par exemple, quand il y a des rencontres à niveau inférieur, c'est-à-dire qu'il y a une tête de liste, c'est-à-dire qu'il y a un joueur majeur, 1, 2, 3, 4. Est-ce que là, si tu évoques le fait que c'est le premier échiquier qui a gagné, est-ce qu'on met son meilleur joueur justement sur la première rencontre? En général, oui, mais en fait, on a des systèmes de classement de points Elo qu'on appelle ça. Et donc, si par exemple il y en a un 1700 et que les autres ils sont en dessous, on le met au premier. Mais s'il a 1600 par exemple, on peut le mettre avant parce qu'il faut un écart de 150 points pour pouvoir de moins de 150 points pour pouvoir intervertir. Eh ben, vous voyez, il y a l'intérêt de les recevoir aujourd'hui. Hein. Non mais c'est l'intérêt de les recevoir aujourd'hui dans Ta Mère en Short, c'est de mieux comprendre un peu les rouages et les qualités du jeu d'échecs, puisqu'on parle bien sûr d'un jeu. Hein. Oui, un jeu avant tout. On va développer ça dans quelques instants. Monsieur Guy Moquet, vous avez rebondi sur le Stade Toulousain, mais c'est votre coup de cœur. Vous avez parlé de l'EDF. Moi, c'est le seul truc, le seul match, la seule rencontre sportive que j'ai vue ce week-end. Je voulais rebondir juste 2 secondes sur l'équipe de France de foot qui a gagné son petit match. Ça, j'ai pas vu, match amical contre le Portugal, mais ça a l'air de plutôt bien tourner avec des petits jeunes toujours de plus en plus forts. Je pense notamment à Varane et Pogba, à peine 20 ans, qui claquent tout.
Voilà, on attend la Suisse, ça joue la suite, pardon, ça joue demain soir contre l'Arménie sur les coups de 19h. Ça va être moins glamour, ça. À mon avis. Ouais, mais je pense qu'il va faire Ça va tourner. être difficile. Et sachant que Benzema est peut-être un peu sur le flanc, il y a moyen qu'on voit notre petit Marseillais Gignac. Ça nous ferait plaisir. C'est pas un cadeau qu'on lui fait d'ailleurs, parce que d'après ce qu'on entend, l'Arménie est une belle équipe. Ça va être un contexte beaucoup plus difficile que de jouer au Stade de France devant 80 000 spectateurs qui poussent. Benzema, je pense qu'il a un petit côté un peu diva là-dessus, parce que justement, il va se retirer tranquillement, il va laisser Gignac galérer. Galérer. C'est pas le meilleur des. Mais bon, voilà. Après, on connaît les qualités de Gignac et je pense qu'il va bouger la défense arménienne. Physiquement, c'est quand même un beau bébé, le père André Pierre. Voilà pour ma part. Petite pause de musique et puis on se retrouve derrière justement avec les résultats des clubs locaux et puis la large parenthèse qu'on va opérer sur l'ALM Basket. Strangle Hold. Voilà, c'est des Australiens super vénères, Burn the Radio, c'était mignon. C'était méchant. Un peu de punk dans cette émission. On enchaîne avec les résultats locaux, si ça vous va bien. Avec les assos qu'on a déjà reçus, hein. En l'occurrence, on peut penser à Jeff de l'EAC Basket qui coach l'équipe régionale, qui l'ont emporté. Ils avaient perdu la semaine dernière, victoire 76-52, donc plus 24, une grosse victoire contre Offranville. Voilà, avec 27 points d'Isabelle James, on lui passe un petit clin d'œil à copine. Grosse victoire, 76-52. Et puis par contre, la Nationale 3 de l'ALM Basket, le plus haut niveau en senior amateur de la section amateur de l'ALM Basket, grosse défaite, 97-56. Ils auraient craqué dans le dernier quart-temps a priori, face à Fécamp, mais qui elle est une grosse cylindrée. Ouais. Et je pense que Ben Toffin n'était pas là, je crois, en plus. C'est ça, il n'y avait pas Ben Toffin en plus, donc c'est assez particulier. Sinon, on pourrait revenir sur le handball. On a notre Anthony qui n'est pas avare de commentaires. Tiens, allez, je vous le dis comme il me l'a dit. Victoire à domicile devant 200 spectateurs, 26-18 contre le HBCE. On a montré un bien triste visage en attaque en première mi-temps, joué avec trop de suffisance et trop peu de détermination. Mené de 4 buts, on est revenu à 9-9 juste avant la pause. Après une sévère remontée de bretelles pendant les citrons, les garçons sont redevenus humbles et ont retrouvé leur niveau pour asphyxier les visiteurs à grands coups de
montée de balle gagnante. Deville ayant perdu, on est premier tout seul avant d'aller à Saint-Valery samedi. À noter que l'on avait 5 équipes de moins de 11 ans, 3 garçons et 2 équipes de filles en complet ce week-end. Inédit dans l'heure, c'était juste exceptionnel. Voilà, c'est le coach de Saint-Cé Hand Sport qui est bien investi et qui est bien content de ses équipes. Ouais, et ça, enfin, on va pas lui parler trop tôt, hein, ça fait que 2 matchs, mais ça sent la bonne saison. Parce que c'est généralement, il y avait toujours des petites merdouilles et des défaites qui se prenaient rapidement, qui pesaient rapidement aussi sur le classement tout au long de l'année. Et là, je sais pas, il y a quelque chose qui nous fait dire qu'il se passe peut-être quelque chose. Un bon recrutement cet été, pas mal d'opportunités, c'est pas mal. Il y a des chances. Il y a des chances. Volleyball, vite fait aussi, c'est la première défaite, tiens. C'est la première défaite de l'EVB. L'EVB qui jouait à domicile. Et qui a perdu 3-7-0. Non, qui était à l'extérieur, pardon, c'était à Amiens. Défaite 3-0, 25-17, 27-25 et 25-23. Défaite aussi de l'équipe 2, la nationale 2 féminine. Défaite 3-0 à Agondange, 25-20, 25-23, 25-14. C'est la première défaite en championnat de l'EVB. J'ai vu la fin, j'ai vu les deux derniers sets. J'ai pas vu Martha Galeotti à la passe. J'étais surpris. On m'a dit qu'elle avait loupé son entame de match, mais elle a pas eu de chance supplémentaire en fin de partie, avec la jeune Claire Le Breton qui était un peu au four et au moulin, mais qui était plus à un moment à la réception qu'à la passe, parce que bon, le secteur SF a un peu flanché. C'est un peu surprenant. Je pense que c'est un premier vrai test qui est manqué, qui est sérieusement manqué, et qui risque de peser, parce que ça fait 3-0, c'est une défaite 3-0, tu marques pas de points, et ça risque de compter, Amiens faisant partie des 5 ou 6 équipes qui peuvent postuler aux 3 premières places. C'est dommage parce qu'il y avait une belle ambiance et ça se joue à pas grand chose. Voilà, c'est peut-être l'apprentissage du niveau inférieur. Peut-être que si 3 victoires avant, ça te donne peut-être un peu trop de confiance et un petit peu trop de nonchalance sur la chose. Mais c'est dommage parce que c'était prenable et à la fin, tu te retrouves avec 0 points et une défaite qui risque de peser, oui. Le AC Rugby, elle, pas terrible non plus, parti à Marc-en-Barreuil, il y avait 4 heures de route, je crois. Dans le Nord. Donc, en effectif limité, sont partis pour diverses raisons, est indiqué sur leur site internet. Les 2 équipes d'Évreux ont fait avec les moyens du jour. Les seniors 1 s'inclinent avec courage 23-7 devant une équipe plus dense, avec une meilleure réussite au pied. Le score aurait pu être moins dur, parce qu'a priori, tu l'évoquais en micro, un essai dans la dernière minute. La réserve était en slip, paraît-il aussi, parce que ils ont joué avec 103 quarts, donc c'était les avants qui jouaient les 3 quarts, donc je pense qu'au niveau du jeu, c'était un petit peu grosse laboureux au lieu de laborieux. 27-0 la défaite de l'équipe B, malgré de gros efforts en défense. C'est ce qu'ils évoquaient. 5 essais, difficile. Donc c'est pas un super début de saison de l'EAC, hein. Non. Coupe de France football, le FC 27 s'est fait battre par Ponto de Mer 3-2 ce week-end. Mais néanmoins, il reste premier de la DH. Ouais, mais ça c'est la grosse déconvenue, parce que justement c'était un des souhaits du président Le Petit, c'était d'aller au moins au tour prochain et de pouvoir jouer une Ligue 2. Là, tu te retrouves, c'est un des meilleurs tirages qu'il pouvait avoir, aller jouer à Ponto de Mer, club de PH, sans réelles ambitions, et là tu te retrouves, tu perds, tu perds. C'est peut-être un mal pour un bien pour le championnat, mais par contre c'est une vraie déconvenue, Mince. Et puis la LM Évreux, forcément, une grosse victoire de 10 points face à Roanne, c'était à la salle Omnisport vendredi soir. Nous y étions et le mieux c'est d'écouter les coachs, à la fois celui de la LM Évreux, Rémi Valin, l'illustre Rémi Valin, et puis derrière Frédéric Bouillot qui revient aussi sur la rencontre, et puis on va développer dans quelques instants. En tout cas, on a joué Roanne, je pense, au bon moment, sans Steve, sans Lucas. Parce qu'au rebond, je ne sais pas si on aurait pu dominer au rebond offensif comme ça. Maintenant, ce match-là, il est à l'image de notre équipe et à l'image de la semaine. C'est-à-dire qu'on a fait une semaine d'entraînement lamentable. Et la première mi-temps, les 27 balles perdues, les oublis, le manque d'impact de certains joueurs sur la première mi-temps, elle est due à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ne comprennent pas encore l'importance du travail, de se mettre dans le dur à l'entraînement, de travailler. Et je leur avais dit hier, ce match-là, si on le gagne, sans vouloir être vulgaire, mais ce sera au couille, pas sur du basket. C'est un peu ce qui s'est passé quand on regarde les stats. On fait 27 pertes de balles, on va prendre 17 rebonds offensifs, même si on profite, il faut le souligner, d'absence de 2 énormes rebondeurs.
C'est ça aussi qui nous permet ça. Mais bref, on est quand même allé le chercher là-dessus. Et puis sur des énormes tirs de Glenn, sur du combat de Sambou, sur du combat de tous les joueurs de là-haut et de tous les joueurs en défense sur la deuxième mi-temps. Maintenant, il faut travailler pour qu'on puisse avancer. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas avancer depuis des semaines et des semaines à cause des blessés, de l'intégration et tout, pour qu'on progresse d'une tactiquement, deux qu'on progresse dans le passing game, parce que là, c'est le reflet de nos entraînements, 27 balles perdues. Donc voilà, là, c'est à l'image de notre semaine d'entraînement et du travail qui reste à accomplir. La bonne nouvelle, c'est qu'on est capable d'aller gagner un match au mental et pas sur nos qualités intrinsèques collectives basket. Oui, on était venu à Évreux pour essayer de ne pas avoir de regrets, d'être un peu frustré parce qu'on a vécu une semaine difficile. Évreux a vécu la même la semaine dernière avec les blessures. Bon, nous, on voulait se déplacer à Évreux en venant chercher notre bonus comme Évreux est venu aller le prendre à Schouffel. Nous, ça aurait été d'autant plus un gros bonus qu'on connaît la valeur d'Évreux et la salle et tout ça. Donc, nous, on était venus pour ça. Maintenant, c'est sûr qu'on a des regrets parce qu'on a cette sensation, malgré tous ces pépins de la semaine, que malgré C.J. Jackson qui est limité sur ce match, on a l'impression que on laisse pas échapper le match dans le quatrième quart-temps. Là, on a une série de faits de jeu à 66-62 où on a 2-3 rebonds défensifs qui nous échappent, la 5e faute de C.J., 2 lancers, et puis après on sait comment c'est pareil chez nous à Rouen, ça s'enflamme un peu, 2 contre-attaques, et puis le mal était fait. Et c'est ce que je leur ai dit dans les vestiaires. Nous, on doit être plus cohérent tout le long du match. On a été bien, je pense. On a posé des problèmes à Évreux. Maintenant, on savait très bien que dans l'état pas physique, dans le sens où on n'avait pas beaucoup de marge avec tous nos blessés, on savait qu'il fallait être ultra vigilant et on n'a pas été. On n'a pas été sur 3 minutes. Alors il y a eu des erreurs avant des deux côtés, mais nous, sur 3 minutes, on a pris l'éclat qu'on ne voulait pas prendre. Ah oui, le 17-0. Ah bah on l'a pris en pleine face. Hein. Terrible. Terrible. Le 17-0, c'est surtout, il y a eu à un moment donné, oui, il y a eu un 7-8-0 qui nous a vraiment... c'est des faits de jeu qui nous sont propres, parce qu'on ne prend pas le rebond, 2-3 fois, on leur laisse. Après, qu'ils s'enflamment un peu, bon, ça on sait qu'ils sont capables de ça. Mais nous, on ne voulait pas laisser échapper ces détails-là. Ces détails de rebond, c'est terrible. Ouais, on t'a vu notamment piquer une grosse violente à ce moment-là. Qu'est-ce que tu leur dis à tes joueurs à ce moment-là? Je leur dis de rester dans le match. Ils sont en train de laisser le match, tout simplement. On est cohérent dans ce qu'on veut faire. Et derrière, ce manque d'attention, ce manque de prise de rebond, ce manque de vigilance, on est sanctionné. Et le résultat, je leur ai dit dans les vestiaires, vous êtes sanctionnés à juste titre. C'est une bonne équipe, Évreux, et nous, on n'a pas de marge. On n'a pas de marge, d'autant plus sur ce match-là. Donc il faut qu'ils comprennent que cette vigilance de 40 minutes, elle est nécessaire. Voilà, moi, je suis énervé parce que je pense que c'est justifié. On a un groupe qui vit très bien et qui comprend très bien. Je m'énerve, ils savent très bien que c'est pas innocent. Rémi Valin, vous venez d'entendre, et à l'instant Frédéric Brouillot, le coach de Roanne, hein, qui était en fait l'assistant du coach l'an passé, l'équipe qui évolue en Pro A, qui en 2007, on le rappelle, était champion de France, qui a été très respectueux. Alors c'est un bon client déjà, par ailleurs, hein, faut vous le dire. Je l'ai croisé, il est très sympa, très agréable, un passionné, clairement. Il était très respectueux envers la LM Évreux. Alors justement, petit aparté, mesdames et messieurs, dames, mercredi dans Bulle Reportage, vous entendrez l'intégralité des interviews, parce que Rémi Valin, ça a duré une bonne dizaine de minutes, Frédéric Brouillot, c'était 5 minutes, et puis derrière, on a eu Laou Konaté, ainsi que Mathis Keita et Babacar Niang, qui sont passés par nos micros. Vous entendrez ça mercredi à 12h30. C'est assez frais hein, d'entendre les deux coachs, parce que quand on entend Jean Brouillot qui prend une sale défaite et qui l'admet, c'est quand même fait partie des favoris. Hein. Rouen, c'est le deuxième favori, mais il l'admet parce que il sait très bien qu'il leur manque des forces et que il est très mécontent sur un moment du match, mais quelque part il sait que il y avait peut-être un petit coup à jouer. Voilà, il en prend pas ombrage. Ça fait partie de l'apprentissage, je crois, de la rétrogradation d'un club de Pro A en Pro B. Et puis surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir Rémi Valin qui bat quand même un des cadors, avec une équipe qui est quand même vachement instable encore à l'heure actuelle, pré-saison pas facile, voilà, et qui vient, qui est leader après deux journées. Parce qu'on pourrait se dire, putain, il est content, mais non, il est pas leader, il est pas content parce que ça, il est pas content du tout. Et c'est bien d'avoir cette exigence-là, parce que ça va
permettre, je pense, à ces joueurs d'avoir la même, c'est-à-dire d'avoir cette rigueur, et puis de se dire, voilà, c'est pas parce qu'on a gagné, voilà, 2 fois que là, on va se rendre à Saint-Quentin, une équipe qui a 0-2 de son côté, alors que c'est une des belles équipes aussi sur le papier du championnat, avec une ambiance qui va être là pour le coup aussi très très chaude. Et ça, si t'es pas préparé à ça, tu peux prendre toi aussi à ton tour un éclat. Donc c'est très bien justement, voilà. Justement, moi je suis assez surpris d'entendre, et aussi bien dans la victoire et dans la défaite, bon dans la défaite on comprend plus, mais une forme de colère des deux coachs. Ils ont pas le même discours en effet, mais ils sont tous les deux assez remontés quand même contre leurs joueurs. 27 pertes de balles, c'est énorme. C'est énorme, ouais. C'est énorme. C'est même miraculeux. C'est le début du match 48 pertes aux deux équipes, c'est horrible. Hein. 48 pertes, ça veut dire que t'as plus d'une perte par minute de jeu, quoi. C'est vraiment un gros gâchis, quoi. T'imagines ce que ça fait, quoi. Ouais, autant de munitions perdues. Ah oui. Alors on revient quand même vite fait par carton, 18-13, une très bonne entame de jeu de la LM Évreux, on la sent bien en place, elle limite son équipe adverse qui est quand même une grosse écurie, à 13 points de marqué. Donc on se dit bon la LM est bien partie. Moi je suis entouré de gens qui suivent la LM depuis longtemps et qui sont même surpris de cette entame. Donc c'est très propre, ça défend sévère et c'est bien lancé. Et puis derrière, c'est incroyable mais vrai, on prend 31 points alors qu'on en encaisse que 13 durant 10 minutes, on en prend 31, quasiment 3 fois plus dans les 10 minutes suivantes. Et alors là, il y a une grande incompréhension. C'est l'ALM balbutie son basket. Pas mal de changements. On notera quand même que Sambou Traoré était titulaire. Eugène Tig était même pas dans le 5 majeur. Donc du coup, ça démarre un peu caïquin. C'est un peu particulier. Donc à la mi-temps, c'est moins bien. Forcément. Donc on est à 44-39 à la mi-temps. Et puis derrière, ça resserre la vis. On arrive à remporter le troisième quart-temps 19-15 pour finir à 25-14. Alors moi, j'ai quand même 2-3 apartés et que j'ai relevé. Première chose, Causé qui fait un énorme match. Glenn Causé qui avait pas fait un énorme match à Souffel, même si Rémi Valin l'avait défendu, avait évoqué qu'il y avait des statistiques qui n'avaient pas été relevées, qu'il avait fait plus de passes, qu'il avait fait plus d'intercessions ou tout le tralala. Première mi-temps, moi je le trouve pas formidable. Je trouve pas qu'il y ait une mise en place incroyable de la part de l'AM Évreux. En plus, il se fait bouffer par André Young, qui est le meneur adverse US, qui lui n'avait pas non plus réussi très brillamment sa première rencontre la semaine précédente face à Poitiers. Donc du coup, je suis un peu sur la défensive. Heureusement, on peut dire c'est Guillaume Constantin et Laou Konaté qui tiennent la baraque. Clairement, à la mi-temps, on est à je vous le dis, on perd 5 points seulement, mais c'est vraiment grâce aux deux cadres de l'ALM. D'ailleurs, hors micro, et vous l'entendrez mercredi midi, il expliquait que la semaine avait été lamentable, comme on vient de l'entendre. Il le présentait ainsi, Rémi Valin, et que c'était à l'image de la semaine d'entraînement. Il a dit derrière que les deux seuls qui avaient mouillé le maillot d'entraînement, c'était Guillaume Constantin et Laou Konaté. Et puis derrière, un troisième carton où là, Glenn Causé explose, réussit ses shoots à 3 points. Quand même, on le rappelle et on le précise, il finit avec une éval de 29, avec 25 points et 7 passes décisives. Ce qui est très bien parce que souvent les meneurs sont soit scoreurs, soit passeurs et pas toujours les deux. Et là, il réussit une grosse rencontre. Et puis derrière. Je pense que tu peux, sans avoir été présent dans les vestiaires, dire qu'il a dû se faire sérieusement remonter les bretelles à la mi-temps. Alors, on l'entendra. Tu as carrément raison parce qu'en fait, il l'explique, Rémi Valin, derrière. Il dit que pour lui, son meneur US a encore du mal à appréhender les 24 secondes. Parce qu'en fait, ce mec-là vient de NCAA, on le rappelle, championnat universitaire, c'est 35 secondes. Ouais. Et les mecs, soit ça monte très rapidement et c'est joué en 7-8 secondes l'attaque, soit c'est vraiment les 15 premières secondes sert à rien, on remonte le ballon à 2 à l'heure et après on met en place. Donc pour lui, c'est un des faits marquants de l'appropriation de cette division-là par son meneur US. Par contre, il t'arrête pas d'éloge, il le dit encore, il dit, mais vous l'entendrez mercredi midi, il dit que c'est le gars, il en avait archi confiance, il était sûr de son gars. Maintenant, il faut qu'il prenne plus le pli là-dessus. Donc oui, il a dû se faire remonter les bretelles à la mi-temps. On notera aussi les 17 rebonds de Babacar Niang. Ça, c'est pas un détail. Mais c'est énorme. Super score, alors, je disais, mais attends, je parlais avec d'autres gars, je disais, mais les gars, c'est quand même exceptionnel. Ils me disaient, non, attends, on a vu ça avec Jeremy Aoud. Jeremy Aoud, US. Là, c'est un joueur français qui a 22 ans. Et pas du tout un joueur qui était pisté. C'est vraiment, pareil, c'est encore il a le nez là-dessus. Un peu comme j'avais trouvé Laou Konaté à l'époque. C'était quelqu'un qui était un petit peu, pas au désarroi, mais qui faisait pas grand chose hier et puis qui déboule là et qui fait quand même son deuxième match. On est en 17 rebonds sans être starter. Il vient énorme, du banc. C'est énorme. Voilà. Et puis quoi vous rajouter 7 rebonds offensifs. Ouais, 7 rebonds offensifs. Bon, après, comme on l'a dit, il manquait Luc Arthur Weidob et Steve Oyufat qui sont des gros rebondeurs du côté droit. Mais comme je l'ai redit aussi à Rémi Valin pendant l'interview, chez nous, Eugène Tig joue 13 minutes et Marc Sanchez, qui est pas le plus gros rebondeur de l'équipe, joue que 8 minutes parce qu'il a la cheville un peu en vrac. Donc du coup, c'est quand même, moi je trouve que la performance est à relever tout de même.
Autre fait aussi, Lau Konaté. Je ne l'avais pas vu jouer de l'an passé. Normal, j'étais pas le seul. Il a été une bonne partie de la saison out. Il est tout simplement incroyable. On a un 4e joueur américain en la personne de Lau Konaté. Je pèse mes mots. Ce mec-là défend. Il provoque 4 fautes dans le premier quart-temps. D'ailleurs, les statisticiens l'oublient aussi parce qu'il a pas marqué. Il y a 4 ou 5 fautes provoquées. Alors que rien que dans le premier quart-temps, à la fin du match, alors que dès le premier quart-temps, il en met 4. Il fait des interceptions. Il prend du rebond. Il défend dur. Et puis il pénètre tout va. Il se faufile dans la défense adverse. Il est incroyable. Et je sais pas si vous vous rappelez parce que ça faisait un peu rire tout le monde. C'est quand il a été cherché. Rémi Valin parlait de niveau NBA pour ce joueur. C'est qu'à un moment, on a même redouté, à la fin de sa première saison, qu'il soit drafté. Voilà, il s'était pas mis sur la draft. Bon, on en est encore peut-être loin, hein, mais ce qui est important, c'est de savoir que ces joueurs-là, ils progressent. Et non seulement ils progressent au niveau de son jeu, mais ils progressent dans sa tête. Parce que c'est quelqu'un qui a bossé pendant tout l'été, qui a une grave blessure, mais qui n'était pas... À l'épaule, c'était ça. À l'épaule, mais il n'était pas forcément... immédiatement opérable. Il a choisi de se faire opérer, de rester dans le club. Je pense que son copain Steve Oyufat, qui a pas eu le même parcours de blessure, mais qui a fait des choix qui sont peut-être un peu plus opportunistes, mais pas forcément bons sur le long terme. Je pense qu'il peut en prendre de la graine parce que c'est quelqu'un qui est vachement réfléchi et puis qui pèse, et qui construit sa carrière. Si des joueurs comme lui arrivent à construire sa carrière, oui, effectivement, il peut aller loin. Alors il finit avec 18 points, alors que ses 3 shoots à 3 points sont. Tu te demandes comment ça se fait qu'il rentre pas, il rentre, il ressort, il roule dans le panier. Il a été avant la fin du match. Hein, ça a été la salle a scandé son nom. C'est devenu clairement le chouchou. Je parlais aussi, vous l'entendrez dans l'interview. Il montre l'exemple à l'entraînement à 22 ans. C'est le mec, il est incroyable. Hein. Franchement, ouais. C'est même lui qui tient la baraque quand dans le deuxième quart-temps on prend 31-23. C'est lui qui sauve les meubles. Il est incroyable. Et moi, je pense que ce joueur-là a aujourd'hui, d'ores et déjà, sauf blessure, sauf fait de carrière, on ne sait pas, à un niveau pro A, avec la possibilité d'être un acteur majeur du championnat au-dessus. Donc la NBA, bien sûr qu'on en est encore loin, mais en tout cas, la pro A pour lui, c'est du pain béni. On espère qu'il montera avec Évreux et qu'il jouera à ce niveau-là l'année prochaine, sinon c'est sûr qu'il sera plus avec nous. Ouais, ce serait intéressant. Alors, un autre compliment aussi, ami Fifi, c'est que tu nous parlais d'un joueur adverse, t'avais plus le nom en tête. Moi, je te le dis, c'est Doucouré. Doucouré, c'est le joueur, jeune joueur aussi de Roanne, qui a 22 ans, qui est énorme lui aussi. Il nous vient de Denain. Alors pour avoir parlé un petit peu avec Rémi Valin, en fait, c'était un joueur que j'ai compris à demi-mot. Il aurait aimé avoir dans sa besace. Il a essayé de négocier, je crois, mais qu'il n'a pas réussi. Peut-être qu'il y avait d'un petit peu plus de moyens à Roanne. En tout cas, c'est un très très élégant joueur de basket aussi du côté de Roanne, Doucouré, parce que Martin a loupé son match. C.J. Jackson a été vite pénalisé. C'est vrai que Roanne n'a pas été aidé non plus dans les faits de jeu, mais voilà, on a assisté vraiment à une très belle rencontre de basket et l'ALM Évreux a très bien fait de l'emporter et bravo à elle. Il y a Yabusele, Gershon Yabusele dont Rémi va en parler là, qui commence comme starter par la force des choses, qui a des bonnes stats, hein, et je pense que celui-là aussi, je pense qu'il faudra le suivre. Alors le coach Brouillot sur la suite de l'interview évoquait que c'était la première fois qu'il jouait autant de temps. Alors il en était plutôt satisfait, mais il disait voilà, j'ai fait avec les aléas de mon effectif. Donc lui aussi joueur à suivre, effectivement assez physique. Et puis Jeune Tig, étonnamment 13 minutes et puis des stats très honorables pour ce temps de jeu là. Petit fait de jeu aussi, lui a été attribué et ça a sauté aux yeux de tout le monde, et même Rémi Valin, je lui ai posé la question, il m'a revalidé la chose. Il lui a été accordé une 4e faute qui n'était pas concédée par lui. Et en fait, ça l'a complètement pénalisé. Il était dans une bonne spirale dans le 3e quart-temps. Et en fait, ça l'a obligé à aller sur le banc. Et il est pas revenu de la rencontre. Et c'est dommage parce que malheureusement, il était bien. Et du coup, une 4e faute qu'il n'avait pas faite. Ouais. Voilà, petite particularité. Donc affaire à suivre, en tout cas Saint-Quentin, ça va être chaud de se déplacer là-bas, c'est vendredi prochain. Samedi, je crois. Samedi, pardon. Samedi, ce sera un très gros test à l'extérieur, effectivement. Voilà. Mais ça fait quand même, donc c'est là, je crois, on en parlait la dernière fois, il y avait 7 victoires en 8 saisons de Rémi Valin pour le départ. Là, je crois qu'il en est à 6 doubles victoires. Donc c'est plutôt, il confirme sur la durée, malgré des effectifs renouvelés régulièrement. C'est plutôt bien, et puis voilà, c'est toujours ça de prix de toute façon. Voilà, une belle équipe de l'ALM Évreux, affaire à suivre. On repart en musique et puis on prend le temps de parler avec nos amis de Évreux Gambit Club qui sont bien présents. J'ai bien dit Évreux Gambit Club, hein. Oui, c'est bien ça les gars. Ça. Kevin et Kevin, c'est tout de suite. Fifi, pardon, tu t'en vas toi. Ouais, je m'en vais, salut. Merci hein. Je disais jamais.
Vous écoutez Loya avec le morceau Dark Water. C'était un monsieur qu'on a croisé ce week-end du côté de la Gare aux Musiques. Il faisait partie du groupe Electro Transmission. Voilà. Alors on retrouve Kevin et Kevin du Évreux Gambit Club. Depuis combien de temps existe ce club d'échecs ? Environ depuis plus de 30 ans. Exactement, je ne vais pas pouvoir vous dire, mais plus de 30 ans. Vous étiez pas né, parce qu'on a affaire à deux moins de trentenaires. C'est ça. Quel est l'objectif, l'objet un petit peu de ce club d'échecs c'est quoi pour vous ? Alors, les échecs, ça permet de... c'est... Désolé. Pas de souci. C'est un jeu de concentration, ça... Il faut que tu parles bien dans le micro, Kevin, hein, s'il te plaît. C'est un jeu de concentration, de réflexion. On élabore des stratégies, des tactiques. Puis on respecte l'autre. Il y a beaucoup de fair play. Il faut faire avec dignité puis gagner humblement. Et puis il y a une infinité de combinaisons, de positions sur l'échiquier que une partie n'est jamais la même avec une autre. Donc c'est un jeu extrêmement riche et extrêmement intéressant. Et puis pour les enfants, c'est pareil, ça permet de développer les facultés cognitives, la concentration, la patience. La patience, énormément la patience. Surtout moi, par exemple, quand j'étais petit, j'avais d'énormes problèmes de concentration et de patience justement, et ça m'a permis de me poser. Du coup, par rapport au club, vous parliez des enfants à l'instant. Ils peuvent s'inscrire à partir de quel âge à Évreux Gambit Club ? On préconise à partir de 6 ans, c'est le mieux, parce qu'en dessous, après, ils sont pas du tout concentrés, c'est pas la peine. Ils sont là plutôt en garderie après, sinon. Ouais. Et du coup, c'est adapté, parce que j'imagine qu'à 6 ou 7 ans, ça doit être dur quand même d'intégrer les différents déplacements, le fou en diagonale. Ils jouent à puissance 4 ou ils jouent vraiment aux échecs ? Ils jouent vraiment aux échecs. C'est un petit peu long au début parce que c'est vrai qu'il y a énormément de déplacements, mais on fait ça progressivement et après ils y arrivent. Moi, par exemple, j'ai appris avec mon père et mon grand-père à 5 ans. Bien sûr, j'ai pas su jouer aux échecs à 5 ans, Non, mais au moins savoir déplacer les différents mouvements, parce que voilà, en fonction des pièces, c'est pas les mêmes. On n'a pas le droit à la même chose, quoi. Au début, pour les enfants, c'est plus un jeu attractif. Là, c'est pas un esprit de compétition, ils apprennent, ils jouent, et s'ils ont envie de développer des exercices de stratégie, tout ça, ils nous demandent. Comment on fait ça ? Comment on fait ça ? C'est eux qui posent les questions. Dans votre club, il y a combien d'adhérents, de bénévoles et de salariés ? Un petit peu savoir. Voilà, on aime bien les chiffres dans ta mère en short, donc on veut bien savoir déjà le nombre d'adhérents à Évreux Gambit Club. Alors, on est 25 licenciés A et B. Les licences, soit dit en passant, la licence B c'est une licence de loisirs. On fait pas toutes les compétitions avec. Et il y a la licence A qui est plus sportive. Là, c'est toutes les compétitions. C'est en long et en rapide. Alors, c'est quoi la différence ? La différence, le long, c'est 1 heure ou 2 heures, 2 heures, avec une pendule sur le côté, et celui qui arrive à 0, tant pis pour lui, ouais. Voilà. Il y a du rajout de temps des fois. Et pour les rapides, ça peut être 15, 20. D'accord. Par exemple. Bon, en fait, rapide, c'est en dessous d'une heure chacun. Même une demi-heure, chacun, c'est un rapide. C'est 1 heure KO, c'est la limite, c'est la limite entre le long et le rapide. Et du coup, combien de salariés ? Parce que je sais qu'il y a des salariés dans le club. Un salarié pour l'instant, c'est moi. Et le deuxième, ce sera l'autre Kevin vers le 20. À la fin du mois, enfin, dans une bonne semaine, quoi. Déjà, et puis il y a 10 non licenciés encore, et ils attendent de prendre leur licence. Donc, c'est plutôt pas mal. À quel endroit vous vous réunissez pour jouer, pour proposer ça aux adhérents et aux enfants notamment ? On est à côté de Cora, dans l'avenue Aristide Briand. Et donc il y a ça fait partie de l'association familiale d'Évreux. Et donc c'est juste à côté de l'entrée de Cora. Pour être plus précis, c'est juste à côté de la maison des découvertes. D'accord. Ouais, OK. Quel jour vous vous réunissez pour jouer et vous amuser et vous entraîner aussi. Et vous entraînez aussi parce qu'il y a de la compète. Il y a des compétitions aussi. Donc on se réunit le mardi après-midi pour simplement les adultes et le mardi soir. Le mercredi après-midi et le samedi après-midi c'est enfants adultes, c'est tout mélangé. Donc on
On va sur l'échiquier, on joue avec n'importe qui, c'est peu importe le niveau. Vous mélangez tous les niveaux et tous les âges. Et puis, si quelqu'un sait pas, on lui apprend directement sur l'échiquier plutôt que d'aller tous ensemble sur le tableau et faire un groupement un peu ingérable. Et les heures, c'est mercredi, samedi, mardi, c'est pareil. C'est 14h, 19h. Puis normalement, il y aura des jours en plus qui seront ouverts, mais pas encore. Ouais, parce qu'à l'a priori, on comprend que dans les techniques d'apprentissage, il y a donc bien sûr la pratique pour apprendre, tiens, tu peux avoir telle parade sur ce coup-là adverse ou autre. Mais donc il y a aussi, on peut imaginer, donc vous dites comme au tableau, des conseils techniques plus généraux avec des stratégies un peu soit communes, soit propres à votre club. C'est ça, c'est des ouvertures. On apprend les ouvertures, les finales de pions, les milieux de partie, sachant que les ouvertures, il y en a énormément et des variantes aussi. Les variantes, c'est des possibilités. Voilà. Mais alors les ouvertures, c'est le coup que l'on lance soi-même, dans un cadre précis, par exemple. C'est la manière de sortir ces pièces en fait. D'accord. Il y en a. D'ailleurs, pour chaque ouverture, il y a différentes variantes. Et des variantes, il y en a qui sortent chaque jour, qui sont étudiées par des champions. Et ouais, c'est la manière de sortir ces pièces. Si on joue directement au centre, si on va chercher à miner le centre adverse en étant moins entreprenant. Bon, moi qui suis un grand spécialiste des dames, mais absolument pas des échecs, on entend toujours échec et mat. Échec et mat, c'est l'ultime. C'est ça. On a battu l'autre. Voilà, c'est la fin de partie. On peut donc avoir gagné sans même faire mat. Non. Il y a au moins mat. Oui, il faut qu'il y ait mat ou abandon. Ou en compétition, le temps arrive à 0. D'accord. Et alors là, comment on voit, c'est le nombre c'est celui qui a le plus de pions encore sur l'échiquier, c'est comment? Non. C'est en fait le roi, il faut le menacer en fait. Et si on menace le roi et puis qu'il peut pas se sortir de l'échec, et bien l'échec est mat. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, au tour suivant, il sera pris. D'accord. Ouais, c'est ça. Il faut faire attention. Il est pas encore mat, mais il va l'être inévitablement. Il faut faire attention aux pattes. Ouais. C'est-à-dire que le roi n'est pas en échec, mais il ne peut plus bouger du tout. Il peut plus se déplacer, c'est-à-dire S'il se déplace, il est bouffé. C'est ça. Et du coup, ça fait match nul. Il est peut-être nous dire autre chose là, je crois, Kevin. C'est ça. Et surtout, il faut qu'il y ait d'autres pièces qui ne bougent pas sur le côté, sinon il n'y a pas patte. D'accord. Voilà. Patte, c'est aussi une possibilité. C'est ça. Possibilité. C'est pas. C'est pas aussi direct que échec et mat, mais bon, quand t'as mis ton adversaire patte. C'est un match nul. Voilà. Si on veut s'inscrire, Évreux Gambit Club, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des papiers particuliers à ramener? Et puis surtout, ça coûte combien? Ça coûte combien? C'est très peu cher, c'est abordable. C'est pour les adultes. 337 €, faut avoir les trucs en ivoire, faut avoir un échiquier qui vient d'Australie. Voilà. Non, dites-nous. Non, 40 € pour les adultes. Pour l'année? Pour l'année. Pour l'année, c'est vraiment pour l'année. C'est vraiment pas cher. 40 € plus 14 € d'adhésion à l'association. Une licence B obligatoire, ça joue comme assurance pour nous les animateurs et le club. Si jamais il y avait un souci dans les locaux, parce qu'on imagine mal qu'il y ait un risque de blessure en jouant aux échecs. C'est vrai. Peut-être une foulure du poignet. Ouais, ça doit être ça. En allant un peu trop vite. Pour les étudiants chômeurs et les enfants, c'est 20 € adhésion club. Licence B obligatoire, c'est normal, encore, et adhésion des parents. Sachant que l'adhésion 14 € regroupe une famille. C'est-à-dire que quand ils s'adhèrent, c'est pour toute la famille. D'accord. Donc après, ils sont individuellement, ils sont pas obligés de repayer l'adhésion, quoi. C'est ça. Et pour les papiers, c'est directement sur place. Il y a un cours d'essai qu'ils peuvent faire, les gens. Et puis après, je leur donne le papier d'inscription. Il n'y a pas de certificat médical ou quoi que ce soit. Pour parler un petit peu de compétition, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y avait quelque chose ce week-end. C'est quoi la fréquence déjà des compétitions? Et puis il y a une histoire de division. Je crois qu'hors micro, vous avez commencé à m'expliquer ça tout à l'heure. Il y a plusieurs divisions, un peu comme dans d'autres sports, régionales, nationales, etc. Donc quelles sont les divisions pour les échecs? Alors les parties, c'est à peu près tous les mois. Et donc il y a plusieurs divisions. Il y en a plus ou moins selon les régions. Par exemple à Paris, il y en a beaucoup plus. Ouais, évidemment. Ouais. Donc à Évreux, il y a une régionale 2, il y a une régionale 1. Et puis après c'est commun à tout. Il y a national à toute la France, national 4, national 3, national 2, national 1, et puis ensuite les joueurs internationaux, les équipes internationales. Et donc si on est premier d'une division une année, on monte. Si on est dernier d'une division, on descend. Et puis ou alors on se maintient.
D'accord. Ouais, c'est vraiment comme n'importe quel sport, en comme un foot sport, ou c'est quoi. ça. Ouais. Bah, Et, et la moyenne d'âge, par exemple, parce que tu disais que tu étais en R1, toi, on est à la radio, hein, donc on est obligé de le dire, t'as quoi, 25 ans, 23 ans? Moi j'ai 20 ans. 20 ans, et je le vieillissais. La moyenne d'âge, par exemple, de la R1, l'équipe première de votre club, c'est quoi? T'es le plus jeune? Ou t'es le plus âgé? C'est comment l'histoire? Là, la R1, c'est... Là, je suis le plus jeune. C'est le plus jeune de la R1. D'accord. On a plus affaire quand même à des gens expérimentés, anciens, entre guillemets, parce que l'expérience, ça ne s'acquiert pas qu'avec l'âge. Ça dépend des équipes, en fait. Ça dépend beaucoup des équipes. Des fois, on peut trouver des joueurs beaucoup plus jeunes que moi et dans des divisions plus fortes en plus. Mais là, oui. Des gamins qui auraient appris à jouer dès 5 ans, mais avec l'aspect vraiment compétition. Je connais des enfants de 12-13 ans qui me battent, sans problème d'ailleurs. Donc oui, ça dépend du potentiel, de l'entraîneur qu'ils ont, du temps d'entraînement, depuis combien de temps ils jouent. D'ailleurs, le plus fort en long, il a 1965 Elo. Donc c'est plutôt pas mal. En régional 1 dans notre équipe. Hello, on disait hors micro aussi que c'était en fait le nom de celui qui avait inventé ce capital point. Voilà. C'est ça. On s'octroie une petite pause musique et puis on revient avec vous, messieurs. Forcément, merci. C'est très, très intéressant et très enrichissant. Amis auditeurs, auditrices, vous avez vu. Nous, on fait la part belle dans ta mère à short à tout le monde. On fait le handball, on fait le basket féminin, on fait la spéléologie, on parle bien sûr aussi de BMX, mais on parle de échecs. Evry Gambit Club. Ça s'appelle Mahom, le morceau Big Woods, sur quelque chose que vous pouvez télécharger sur le SoundCloud de Mahom ou Mahom, je sais pas comment on dit exactement. C'est du dub et c'est un copain de Panda Dub. Voilà, pour être tout à fait complet sur ce que vous venez d'écouter. Vous nous rejoignez, nous sommes toujours en compagnie d'Evry Gambit Club. On fait la part belle dans ta mère au short aux associations culturelles, sportives principalement. Et puis dans les échecs, il y a de la réflexion, il y a de la stratégie, il y a de l'effort physique, il faut tenir les parties. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une certaine manière de se nourrir ou de s'alimenter pendant la partie? On fait ce qu'on veut, on est libre? En partie longue, on peut partir comme ça, si on a envie de se détendre, boire un petit café, du thé, peu importe. C'est l'alimentation, on peut pas imposer une alimentation à quelqu'un, même ceux qui font les compètes, c'est pas possible. Mais on pourrait l'interdire, on pourrait dire non, il y a pas le droit, comme on sait que par exemple dans les parties de poker, on a le droit de se lever, de prendre un verre d'eau, de machin. Vous, il y a pas d'imposition, vous pouvez venir avec votre sac à dos, votre réchaud, votre cafetière que c'est ça, oui. Voilà. Oui. Bon. Justement, moi je voulais m'intéresser un petit peu plus à vous deux. Kevin, on va commencer par toi, Kevin. Oui. Le Pop, le surnom. Tu es toi le salarié du club. C'est ça. En fait, tu as été bénévole avant, tu as été praticien, tu as été pratiquant du club avant de devenir salarié, ou tu as découvert en tant que salarié chez eux? Alors,
Le jeu d'échecs, je l'ai découvert quand j'étais petit. J'ai commencé à apprendre les pièces tout seul dans un livre avec ma grand-mère. Après, j'ai laissé tomber parce que je trouvais pas de club ni rien, et puis j'étais un petit peu dans les études. Et à partir du 13 janvier de cette année, comme j'avais pas de travail et que je cherchais du travail, contrat d'avenir, jeu d'échecs, animateur culturel. Bon vas-y. T'as lu une petite annonce ou c'était C'est ça, sur Pôle emploi. J'ai cherché tous les jours pour trouver un emploi. Tous les jours, j'étais en train de chercher. Magique. Et j'ai trouvé. Ouais, écoute, c'est plutôt grande classe. Oui. Donc ça fait combien d'années de pratique tu as repris clairement cette année, quoi, en fait. C'est ça, voilà. On peut dire 1 an. Voilà. 1 an. Kevin, toi, tu disais tout à l'heure, c'est plutôt une longue histoire, parce que papa et grand-papa, c'est ça? C'est ça, oui, mais mon père et mon grand-père, ils jouaient mon grand-père après mon grand-père qui m'a appris à moi et j'ai appris auprès d'eux. Donc j'ai commencé à apprendre à 5 ans. Et puis j'ai toujours adoré ça. Ouais. J'ai toujours adoré ça. Et t'es au club depuis combien de temps, toi? Et donc j'ai au club depuis que j'ai 14 ans, donc ça va faire 6 ans. 6 ans, d'accord, merci beaucoup. Je voulais vous demander, du coup, est-ce que vous avez un passé sportif autre, hors jeu d'échecs, ou une pratique sportive collective, ou même individuelle, aller courir? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous avez aussi, ce qui pourrait être aussi source d'entraînement, vous, pour la concentration? Est-ce que vous écoutez de la musique relaxante? Est-ce que vous courez en forêt et vous rapprochez de la nature? Est-ce que, voilà, Kevin? Alors, moi, c'est beaucoup de choses. À côté du jeu d'échecs, c'est l'aïkido. Donc ça, c'est plus l'aspect relaxant et également self-défense. La relaxation et l'alimentation, comme tu parlais tout à l'heure. Moi, je m'alimente pour bien être concentré et pas avoir des maux d'estomac, etc. D'accord, pas d'haricots blancs mexicains au tralala. D'accord. Toi, Kevin? Moi, là, je vais me mettre au badminton avec l'Amicale laïque de Saint-Michel. Donc parce que j'aime le sport et puis le badminton c'est un sport que je trouve super intéressant aussi parce que c'est tactique en fait le badminton aussi. Ça repousser l'autre jusqu'au fond et d'un coup profiter de l'espace qu'il laisse ou des trucs comme ça. Donc il faut réfléchir en même temps qu'il faut réagir très vite. Donc c'est ça ce qui est différent avec les échecs, c'est qu'en plus c'est physique. Donc voilà et puis c'est très bien. Soit dit en passant, on peut aussi être dans le physique aux échecs parce qu'on peut mettre la pendule très loin et courir et revenir. Ah, il y a ça? Ah oui, on peut faire ça aussi. Alors c'est une pratique pour un peu embêter l'équipe adverse ou c'est un truc ça t'handicape toi aussi, hein? Dans le club, on fait ça dans le club. Pour se faire des petites blagues, quoi. C'est ça, les petites blagues et aussi quand les enfants ils écoutent pas trop, allez hop on court. C'est un peu ça. Le temps consacré parce que bon vous avez des contrats, toi tu vas rentrer en contrat aidé, un contrat emploi à venir. C'est un 35 heures que tu fais, c'est 25, c'est 24 heures. 24 heures officiellement, mais j'imagine que c'est plus aussi avec les compétitions, avec le temps passé au club, ou c'est ça. On arrive à le quantifier? T'arrives à le quantifier un peu? Non, j'arrive pas à le quantifier. Parce que tous les jours, je fais des échecs. Voilà. D'accord. Tous les jours, je suis sur le jeu d'échecs, j'apprends. J'ai un diplôme d'initiateur également, l'autre Kevin. Et là, on va essayer de passer le diplôme DAF. C'est le diplôme d'animateur premier degré. D'accord. Après, spécialisation échecs. C'est ça. Oui, d'accord. Et ça se passe où une formation comme ça? C'est à Rouen, c'est à Paris, c'est. Peu importe la ville. C'est là où il y a des clubs. C'est eux qui organisent. D'accord. Je me demandais aussi, est-ce que l'ordinateur, l'internet permet de s'entraîner? Est-ce qu'on peut arriver à s'entraîner? Est-ce qu'il y a une pratique tout seul? Parce que je crois qu'il y a ça aussi, on peut s'entraîner tout seul. Il n'y a pas des possibilités. Je crois de mémoire avoir vu des reportages où en fait les mecs jouent jouent son propre adversaire en fait. Est-ce que ça arrive ça ou je dis une bêtise? Ça arrive, mais c'est plus compliqué de jouer tout seul. D'accord. On peut faire une stratégie, apprendre les ouvertures. Ça c'est possible tout seul, mais essayer de gagner tout seul. Ouais. Après, et l'informatique, un logiciel, Tu fais toi, Kevin? Oui, il y a ce qu'on appelle des chess bases. Ça veut dire que dans les chess bases, il y a à peu près on parlait d'ouverture, justement, tout est répertorié, puis les plus célèbres, les variantes qui sortent sont enregistrées dedans, et puis quand on joue un coup, l'ordinateur, il va nous donner le meilleur coup, et puis aussi il peut nous donner différentes variantes. Si t'as envie de t'entraîner, Deuse, il y a sur le Windows, alors peut-être pas sur le tien, mais sur le Windows, il y avait le jeu d'échecs. Moi, je suis pour les logiciels libres. Contre l'ordi avec un niveau de difficulté différent. Oui, d'accord, voilà. Je le connais celui-là, mais en fait, quand on est en club, il n'y a pas un niveau exceptionnel. En fait. Bah, j'imagine bien, oui. Parce que le niveau. Moi, c'était à mon niveau, ça m'allait. J'avais 2-3 bricoles, les gars, de manière un peu plus légère. Est-ce que en compétition,
il y a des ouilles. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un agenda avec pour se soulager, ou un cahier avec des notes prises? Est-ce qu'il y a on peut se rappeler des tactiques comme ça? On a des pense-bêtes. Est-ce que ça se fait ça? Non, c'est rigoureusement interdit. D'accord. Et d'ailleurs, le portable doit être éteint parce que il y a les ordinateurs de portable. Et donc, s'il sonne, c'est partie perdue. On peut carrément. Oui, carrément, oui. Le coach, est-ce qu'on a un coach qui a le droit de venir nous souffler des choses ou quoi? Pas du tout. D'accord. On est dans la partie tête à tête, quoi. Tête à tête. Personne vient. Les gens peuvent venir regarder, mais ils n'ont pas le droit de parler derrière. D'accord. Est-ce que vous tous les deux, d'ailleurs, à travers une compétition ou à travers un entraînement ou une rencontre avec quelqu'un qui souhaitait apprendre et qui du coup est devenu peut-être un ami ou autre, est-ce qu'il y a un fait marquant comme ça, un souvenir qui est fort? Par exemple, toi, Kevin, je me tourne vers toi qui est en R1 a priori dans l'équipe première. Est-ce que tu as une victoire ou une défaite rageante, une victoire forte contre un adversaire qui avait une grande réputation qui t'a marqué? Est-ce que tu peux nous parler d'une anecdote qui t'a marqué, toi? Moi, la partie que j'ai préférée jusqu'ici, c'est quand on était monté en National 3. C'est parce qu'en fait, à un moment, on avait eu une très forte équipe et puis malheureusement, on avait perdu pas mal des meilleurs joueurs. Donc du coup, nous, nos joueurs de R1, on s'est retrouvés en National 3. On s'est pris de grandes défaites parce que ils étaient plus forts que nous. Et par contre, j'ai failli une fois gagner contre un joueur qui était classé, c'est un beau classement 2150 à peu près. Et j'ai failli gagner, j'aurais fait un coup, il perdait, mais j'ai loupé le coup. Et puis la partie, elle a duré 5 heures. D'accord. On en tire quand même de l'enseignement. Tu sais que derrière, tu réagiras pas pareil à une telle attaque, ta contre-attaque sera haute. Est-ce qu'on se souvient de ces parties? C'est nécessaire, j'imagine aussi. En fait, on les note quand sur les parties longues, on a une feuille de partie. Et on note les coups. D'accord. Il y a une notation des coups, c'est un code un peu, il y a une notation des coups. Et tu repars avec ta feuille c'est comme une feuille de stats en fait, nous, dans les autres sports, quoi, presque. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, oui. Donc, en fait, il y a une feuille carbone derrière, une feuille blanche qui est officielle qu'on rend à l'arbitre qui va l'envoyer Puis t'as ton double. À la fédération des échecs. Et puis nous, on garde notre double qu'on va pouvoir analyser nos erreurs et nos points forts, bien sûr, et progresser grâce à ça. Merci, Kevin, toi? Moi, une petite anecdote, c'est toujours en club, en compétition, j'ai pas forcément d'anecdote, mais en club, j'ai eu mon coach personnel au tout début, et j'avais tout à revoir. J'avais vraiment tout à revoir, comme je connaissais juste les déplacements. Les bases, ouais. Quand j'ai appris la stratégie, le jeu, il paraissait plus clair. Voilà. C'était plus clair, plus lumineux. Donc tu sous-entends qu'il faut pas s'arrêter au premier cap ou au premier échelon, faut aller plus loin. Faut aller pousser. plus loin. D'accord. Faut pousser. Et moi j'avais une autre question un peu curieuse, c'était est-ce qu'au niveau du matériel, il y a des pièces, les pièces, le fou, le roi, la reine et tout là. Est-ce qu'il y a c'est le jeu c'est le club qui le fournit quand il y a les compétitions, ou est-ce qu'il y a des passionnés, des collectionneurs qui viennent, qui ont des pièces taillées en ivoire ou en rubis 24 carats? Est-ce qu'on a des trucs? Est-ce qu'il y a même j'irais même plus loin, est-ce qu'il y a de la customisation de pièces? Est-ce que ça se fait? Ça se fait, la customisation de pièces, mais c'est nous qui mettons à disposition les plateaux de jeu et les pièces d'échecs, parce que c'est très réglementé. D'accord. Et parce qu'en fait, il y a des normes. En fait, déjà en tournoi, normalement, c'est que du bois, et c'est le club qui fournit pour le tournoi. Donc, en général, c'est toujours les mêmes échiquiers, les mêmes pièces, parce qu'il faut certain nombre de centimètres pour les cases, il faut... Pareil pour les pièces, et donc il y a des normes très compliquées par rapport à l'ergonomie de jeu. D'accord. Pour pas que les pièces paraissent trop tassées ou trop isolées sur des cases trop grandes. Et donc du coup c'est extrêmement réglementé. Mais après j'imagine que vous êtes quand même à avoir votre propre jeu à la maison et oui, ça coûte combien un jeu d'échecs? De qualité, hein. De qualité. Qu'on gardera. De qualité, c'est un peu plus cher, ça doit être dans les 180 € plus des pièces à côté, mais on l'a à vie. D'accord. Eh ben, c'est plutôt clair. Avant qu'on conclue, peut-être, c'est vrai que c'est une classique, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez évoquer avant qu'on raccroche les gants là, ou plutôt qu'on plie l'air de jeu, un élément important, une remarque? On se rapproche de vous, et même curieux, on peut venir voir. Oui, on peut, oui. Et puis, au club, à côté, comme on disait tout à l'heure, côté de la Med. Voilà, un site internet, quelque chose quand même, ou un numéro? Oui, evregambitclub.imonSite.com. Évreux Gambit Club, GAMBIT. .imonSite.com. imonSite.com. Voilà, c'est clair. Guillaume, on a appris des choses, hein. Ben ouais. Moi, j'ai appris qu'il y avait, donc il y a échec et mat, mais il y a la JAP. Le
Le Pat. Voilà, ouais, j'ai oublié. Il va falloir jouer contre l'ordi, là. Hein. Ah, la patte. Ah, ouais, je joue contre l'ordi, je m'entraîne. Non, c'était un plaisir, messieurs. Merci beaucoup. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même endroit, même heure. On peut déjà annoncer l'association qui sera reçue. Ce sera l'équipe de baseball nouvellement née à Ivreux. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Avec plaisir. Longue vie au club. Et puis, c'était fort intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Guimauquet. À lundi prochain. À la semaine prochaine. Et puis, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.